Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast ce soir. Bonjour Polydomso, bonjour Ross, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un formidable week-end. On sait que notre cher Polydomso était sur tous les fronts, donc voilà. on va, on va, Ça lâche des doses, tu vois, direct d'entrée, quoi. on va s'y mettre directement. Donc UFC 261, 24 avril prochain, en Floride, Kamaru Usman, Jorge Masvidal, number 2. Kamaru Usman n'a jamais semblé aussi fort. De son côté, Jorge Masvidal n'a plus combattu depuis ce combat en short notice contre Kamaru Usman. Et donc là, il y a la revanche pour le titre welterweight. La question qui se pose vraisemblablement, c'est, enfin, en tout cas de mon côté, hein, messieurs, c'est en dehors d'un Masvidal qui sera, je pense, en meilleure forme et qui n'aura pas à s'imposer un gros weight cutting parce que prévenu avec 6 jours de préavis, on devrait plus ou moins avoir bis repetita du premier combat. Soit. Il y a des chances, il y a des chances. En fait, c'est. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est ce qu'en pensera Polydomso. Mais en vrai, j'ai rematé tout à l'heure le premier, Ousmane Masvidal. Et en fait, c'est vrai que il y va à fond les ballons direct parce qu'il sait qu'en réalité, essayer de la jouer finaude, c'est compliqué en fait parce que Masvidal, c'est quelqu'un qui marche beaucoup sur des explosions quand il te met KO. Le moment où il est le plus frais et où il a le plus de chances que ses enchaînements marchent, c'est au début. Donc il y a été à fond dès le début. Il s'est fait à un moment donné donc quelques bons low kicks. Il s'est fait choper le talon ou quelque chose comme ça. C'était le début de la fin. Il s'est fait maintenir au sol et puis après, le Gaston qui a descendu petit à petit. Mais en rematant le combat, il y a aussi quand même un truc qui m'a frappé, c'est bon, ok, clairement, ça descend petit à petit au fur et à mesure du combat, le Gaston, que musculairement, c'est de plus en plus compliqué avec les efforts répétés, etc., pour essayer les efforts statiques en plus, pour essayer de maintenir Ousmane hors de lui. Mais les moments où ils ont échangé en striking, honnêtement, il est tellement au-dessus, Masvidal, que je me suis dit, ok, il a progressé de ouf, Ousmane, et on a vu un Ousmane avec un jab, mais un jab, tu sais, perforant contre Gilbert Burns, toujours parfaitement timé, etc. Mais malgré tout, même malgré ces progrès-là, réalisés qui sont magnifiques, tu peux pas non plus devenir un striker d'élite en l'espace de quelques mois seulement. Et je me demande quand même, avant ça, j'étais full Ousmane. Maintenant, je mets toujours Ousmane, mais je suis un petit peu en mode un Masvidal qui sait qu'il a le gas tank pour au moins sur les 3 premiers rounds réussir à vraiment bien exploser, rester précis et rapide dans ses attaques quand il réussit à se dégager. En fait, je me dis, il peut faire quelque chose, quoi. Polydomso, parole à la Non, mais défense. c'est vrai et c'est intéressant. Et en plus de ça, je pense que c'est vrai qu'il y a toujours un aléa quand on rencontre un striker du niveau de Masvidal, parce que c'est vraiment, il fait partie des rares qui sont vraiment excellents dans ce niveau-là. Il y a des gens qui sont des bons strikers par la force des choses parce qu'ils font ils ont les bons gestes, ils ont la bonne mécanique et ils l'appliquent au moment où on leur dit de l'appliquer. Tu vois, par exemple, typiquement, là ce week-end, il y avait Marvin Vettori contre Kevin Holland. Moi, j'ai vu Marvin Vettori, je me suis dit, putain, quand même, il est bon en striking, alors que c'est pas son truc de base. Mais c'est pas quelque chose qui est, si tu veux, c'est quelque chose qu'il applique parce qu'il l'a répété, parce qu'il l'a, tu vois, c'est quasiment de la mémoire, tu vois, mais il n'y a pas une construction intelligente. En fait, ce qui est vraiment incroyable avec Masvidal, au-delà de l'athlétisme et de la rapidité, c'est qu'il s'adapte à chacun de ses adversaires, en fait. Il lit l'adversaire. C'est là où, en fait, il y a des niveaux, tu vois, en striking. Ouais. Quand on parle de niveau en striking, les gens, ils se disent, ouais, mais c'est un peu snob, c'est un peu comme les connards qui parlent de jazz, tu sais, genre, tu vois, mais c'est vrai, tu vois, mais parce que nous, on sait qu'en fait, si tu veux, la différence entre un très très bon striker et un striker god tier, tu vois, genre c'est pas visible du premier coup d'œil en fait, mais c'est juste qu'en fait le mec joue avec les règles, il sait construire son attaque, il sait réagir à l'adversaire et construire un style offensif par rapport à ça. Le meilleur exemple, c'est contre Darren Till. Il a fallu, je sais pas, 1 minute 30 à Masvidal pour voir que Darren Till reculait en ligne droite, tête en arrière. Et il a fait un switch, genre un shift, une combinaison en shift et il l'a allumé, tu vois. Alors que Darren Till, c'est un très bon striker aussi.
C'est pour donner en fait la capacité en fait de Masvidal de lire ses adversaires, pareil contre Ross Person quand il envoie le jab et ensuite le genou derrière. Ouais. Enfin, il y en a plein des exemples comme ça en fait. Il y en a pléthore. Moi, le problème que j'ai en fait fondamentalement au niveau du match-up, c'est certes, je suis d'accord, je te rejoins, Rust. Je pense que Masvidal a un avantage en striking. Moi, c'est plus le style ATT qui me dérange en fait dans cette configuration. C'est-à-dire, et plus à plus forte raison avec Masvidal, qui a vraiment il est vraiment spécial, hein, ce mec. Il a un style de combat qui est propre à Masvidal, qui est vraiment le sien, où il combat mais très haut. Et avec une garde qui est presque une garde de Muay Thai en fait. C'est assez intéressant de voir ça, alors que c'est pas du tout son background. Et c'est assez incroyable. Et il a le truc à Titi, c'est-à-dire que sa défense de takedown, elle est pas sur le mouvement, tu vois. Elle est sur le sprawl. Et si ça marche pas en sprawl, je vais scouter jusqu'à la cage et je vais remonter en faisant du wall wrestling, tu vois. Et ça marche pas du tout contre Kamaru Usman. Ça marche pas en fait contre les lutteurs en enchaînement. Ouais. C'est un truc qui marchait contre des power wrestlers, tu vois, qui n'avaient pas tout ce travail en grappling pour te maintenir, et surtout se servir de la cage, non pas seulement, tu vois, parce que la cage pendant longtemps c'était un truc contre les lutteurs, mais maintenant les lutteurs ils ont tellement bien compris qu'en fait les strikers se servaient de la cage pour remonter, qu'ils s'en servent comme une sorte de levier pour t'empêcher. Tu vois, pour te faire perdre ton temps. En fait. Typiquement, ce qui s'est passé ce week-end avec Vittorio Hollande. Voilà, c'est ça. C'est que tu vas perdre ton temps. Tu penses que tu avances. Tu penses que tu as l'illusion, tu vois, que tu fais quelque chose parce que tu arrives à te remettre en fait debout, mais en fait tu es toujours en clinch, tu es toujours dans la merde contre la cage en fait. Et c'est, tu vois, typiquement Vettori, il bouffait 3 minutes sur chaque round, et pareil Kamaru Usman contre Masvidal, c'était comme ça. Donc j'ai un vrai problème avec ça, parce que moi je pense que pour battre Kamaru Usman, ça devient très compliqué de le battre, mais il faut un style mobile. On en revient toujours à la même chose, hein, mais tu vois, pour reparler de ce week-end, il y avait un très beau combat entre Arnold Allen et Sodiq Youssouf. Exactement. Sodiq Youssouf n'était pas un lutteur, mais est-ce que les principes qu'a montré Arnold Allen dans ce combat de commandement de l'octogone, de sa position dans l'octogone, et de toujours sortir de l'axe de frappe et tout, c'est un truc que tu peux appliquer contre la lutte. Et c'est un truc que fait très bien. Alors, il y a 2 personnes qui le font très bien, historiquement à l'UFC. C'était Eddie Alvarez qui était pour moi le meilleur dans ce domaine-là, et Adesanya, tu vois. Mais le truc, c'est que je ne vois pas Masvidal faire ça. Tu vois, quand tu arrives dos à la cage, de plus être en garde, mais de se mettre quasiment en pas chassé par rapport à l'adversaire pour aller un coup, à gauche, un coup à droite, pour sortir en fait de l'enfermement. Tu vois, ce type de footwork, il l'a pas, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment. C'est vraiment une question de footwork, parce que effectivement sur les échanges, je pense qu'il sera au-dessus. Et même ça se voyait dans le combat quand ils étaient au milieu de la cage et qu'il y avait des échanges, c'était Masvidal qui marquait les points. Ouais. Mais il y a un autre problème que ça. Et honnêtement, c'est peut-être aussi ça dont j'ai le plus peur, c'est que il sait que de toute façon, Masvidal, grosso modo, juste après le premier combat contre Ousmane, il était en mode bon, de toute façon, maintenant, je sais que j'aurai ma revanche, je vais travailler pour. Voilà, il était en mission. Mais j'ai peur d'un truc, c'est qu'il aborde ce combat un peu comme Conor McGregor a abordé le combat contre Khabib, en mode bon, je sais que là où Ousmane va probablement essayer de m'emmener, c'est son domaine, a.k.a. la lutte, et la lutte en enchaînement, et contre la cage particulièrement. Oui, il s'est plutôt bien débrouillé, hein, quand même. Complètement. Mais c'est comme disait Polydomso, c'est vrai que c'est l'école ATT dont. Alors, c'est clair que c'est pas du mouvement. Donc tu perds les rounds, mais tu prends pas beaucoup de dommages. Et c'est ça. Dégâts, pardon. Et puis en plus de ça, l'école ATT, pour ceux qui viennent du striking, c'est aussi ok, c'est pas basé sur le mouvement, mais en revanche, c'est vrai qu'ils développent une technique d'anti-lutte pour, le placement des mains, des bras, comment se sortir, etc., qui par contre est super haut niveau, quoi. Honnêtement, si c'est pas contre Khabib ou Kamaru, ça marche. C'est ça en fait. Un exemple, Kyoji Horiguchi contre Darian Caldwell. Le deuxième combat au Bellator, il paralyse totalement la lutte de Darren Caldwell, alors qu'il est en World Wrestling pendant tout le combat. Même Masvidal, dans le premier combat, je crois, il y a pas mal de fois, il a réussi à avoir l'underhook pour justement neutraliser Ousmane sur ses tentatives de mise au sol. Mais complètement. Donc du coup, vas-y, poursuis ton idée. En fait, c'était simplement de dire que je sais pas quelle approche il aura, mais j'ai peur qu'il prenne un petit peu la même approche que Conor McGregor, c'est-à-dire, bon, de toute façon,
normalement, je suis au-dessus en striking. Normalement, parce que c'est vrai que honnêtement, le premier combat, c'est vrai le fait que Masvidal est très bon pour lire le combat au fur et à mesure, mais même dès le début, il y avait vraiment un avantage au niveau du timing, au Ouais. niveau de la distance, au niveau des coups utilisés, au niveau des enchaînements. Enfin, c'est sur les courtes périodes d'échange en pur striking et sans menace de takedown. Honnêtement, il y avait vraiment un monde d'écart, mais j'ai peur que du coup, Masvidal soit en mode je suis tellement au-dessus que je vais me concentrer sur la lutte, je vais me concentrer sur une préparation physique qui sera adaptée à des efforts répétés de lutte, tu sais, vraiment en statique, dans les lactiques et tout ça. Et que du coup, on se retrouve avec un scénario un peu similaire, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le Masvidal exactement comme on l'attend, aussi incisif debout, rapide, etc. Et que, bon, bah oui, il aura bossé la lutte, mais on va pas se mentir, même s'il bosse la lutte C'est clair. pendant 2-3 ans, il sera pas au niveau de Ousmane. Et j'ai un peu peur de ça, en fait, d'une approche qui serait Mmh. pas la bonne, nécessairement. Non, c'est clair, mais cela dit, d'un autre côté, il y avait aussi pas mal de choses qui pouvaient faire que Masvidal peut faire dans ce combat-là qu'il n'a pas fait en striking lors du premier. Parce que c'est vrai que moi, j'étais surpris, à part bien évidemment justement les low kicks où il se fait choper au début du premier round et puis enfin lors du premier round et ensuite ça devient très difficile de ce côté-là. Mais c'est vrai que sinon, en anglaise, il était assez, j'ai trouvé, unidimensionnel et notamment cette recherche quasi continue de l'énorme overhand pour arracher la tête de Kamaru Usman. Alors que c'est avec un petit peu plus de variation, frappe au corps, uppercut notamment pour justement permettre pour que chez Kamaru Usman, tu vois, il y a un petit peu ce côté bomba danger. Si justement je tente d'aller au takedown, ça aurait pu être pas mal du côté de Jorge Masvidal. C'est pour ça que je me dis, de son côté, il y a aussi pas mal de domaines dans D'ajustement. lesquels il peut d'ajustement, exactement, merci mon cher Polydomso. Mais surtout, pour moi, la question, c'est quand même Kamaru Usman, premier combat contre Jorge Masvidal, c'était le début de sa collaboration avec Trevor Whitman. Le deuxième combat où il a fait son camp d'entraînement complet avec lui, donc c'était contre Gilbert Burns, et là on a vu vraiment Usman différent. Est-ce que là, pour vous les gars, il va poursuivre là-dedans ou il va revenir, on va dire entre guillemets, aux bases de Kamaru Usman pour cette revanche contre Jorge Masvidal? Moi, j'aurais tendance à mettre un biais sur le fait que Kamaru Usman va utiliser sa lutte, hein, il va pas trop se casser la tête. En fait, ma théorie, sur cette question-là, c'est que Kamaru Usman, quand il a la supériorité en lutte, mais vraiment net, il s'emmerde pas à faire des échanges en striking. Ça, il Il le a fait raison, hein. et il a tout à fait Oui, raison de le faire. Il le fait quand il est contre Demian Maia, contre, Burns. Colby Covington ou contre Burns, parce que là, il y a un aléa, tu vois? Il y a un aléa, tu sais pas ce qui peut arriver, tu peux te prendre une soumission. Contre Colby Covington, je pense qu'il n'était pas certain d'avoir la supériorité. Il a même pas testé, en fait, Ouais. pour voir, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que contre Masvidal, en revanche, c'est évident qu'il l'a. Et donc, Ouais. il va pas s'emmerder. Et en fait, il y a plus à craindre que justement ce qu'il a appris et son progrès en fait en striking va l'aider justement à articuler un peu mieux ses entrées en lutte, Ouais. qui pendant un moment étaient un peu, je veux dire, paresseuse, parce que c'est pas un mec, étonnamment, Ousmane, c'est pas un mec qui fait des doubles, tu vois, des changements de niveau de ouf. Généralement, en fait, il se penche tout Ouais. simplement. Et alors, c'est paresseux, mais de toute façon, comme il met tout le temps la pression, bah, à un moment donné, ça rentre en clinch et il a la supériorité en lutte. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que comme il fait pas des gros changements de niveau, bah, il s'expose pas justement à des uppercuts ou à des genoux comme la plupart des lutteurs qui font ce type de changement de niveau. On en a vu un exemple là au One FC avec Demetrius Johnson qui s'est fait choper par un uppercut en moment Ouais. de changement de Ouais. niveau. Tu vois. Ouais. 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 Et ça, En mode Ngannou Velasquez un peu. Ouais. ouais, c'est ça. Et c'était un truc qui est, d'ailleurs, petite parenthèse, mais qui était toujours, en Mhm. fait, que c'était une des failles de Demetrius Johnson qui avait été toujours là, en fait. On Dominique se souvient, Cruz. Dominique Cruz, tout à fait. Et il y avait, je pensais aussi au japonais, son premier combat au One, qui était vraiment, il n'avait pas passé loin pareil, Hmm. de se faire upset. C'était contre, je crois, Yuya Wakamatsu, le mec qui s'appelait. Et pareil, il avait timé plusieurs fois l'uppercut. Parenthèse fermée, en gros, Kamaru Usman ne fait pas ce type ne s'expose pas de cette manière-là. Donc, ouais, moi, je pense pas que Kamaru Usman va avoir à cœur de prouver que son striking s'est amélioré contre quelqu'un qui est aussi dangereux que Masvidal dans ce niveau-là. C'est juste, ça va être présent. Et en revanche, ce qu'on va peut-être voir, c'est que au fur et à mesure que les rounds vont se suivre et que l'avantage de Kamaru Usman va être pressé, peut-être que là, Kamaru Usman va se permettre de faire parler son striking, mais en second temps, en fait, quand l'explosivité Ouais. et les armes en fait de Masvidal sont un peu amoindries. Mm, mm, mm.
Ouais, complètement. Mais après, juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, il faisait pas d'uppercut Masvidal, mais par contre, il faisait beaucoup de front kick pour ce qui Oui, était c'est des vrai. attaques, comment dire, du bas vers le haut. Et même uppercut, j'ai pas souvenir qu'il en mette beaucoup. Alors, je sais pas, enfin, vous me Oh, de dites si je mémoire, me trompe. j'en Ouais, ai pas. donc uppercut, je pense pas que ce soit vraiment. Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, comment dire, Guillaume, Mais ça peut effectivement, être il avait intéressant face beaucoup à de Kamaru succès. Usman. Ouais, ouais, et il avait beaucoup de succès avec ses front kicks au corps particulièrement. Et là, bah, particulièrement, comment dire, dans une optique où il va falloir aussi creuser un petit peu le cardio de Kamaru Usman, qui va de toute façon te crever en clinch. Il avait beaucoup de succès lors du premier combat et je pense qu'il va répéter ça s'il le comment dire, ce serait probablement une bonne technique que de répéter ses front kicks au corps et puis de temps en temps, tu sais, tu varies avec un truc au menton, enfin la classique, El Mais, Clasico, quoi. mais de toute façon, de manière générale, c'est un rôle qui est absolument pas enviable en fait de faire le matador en fait. C'est le truc Ouais, le plus difficile en fait en striking et même en striking de MMA, il y en a très peu qui arrivent à le faire. Et c'est compliqué parce que c'est comme les feintes, tu vois, les feintes, tu dois alterner entre feintes et coups que tu portes réellement. Et en revanche, quand tu fais le matador, que tu tournes autour de ton adversaire, en gros, qu'on doit venir te chercher, il faut alterner entre le moment où tu bouges et le moment où tu restes sur place et tu fais peur avec ton striking. Parce ouais. que si tu fais que bouger, que tourner, ou que le mec ne respecte pas ton striking, bah, il peut se passer ce qui s'est passé par exemple, typiquement Edson Barboza Khabib, où genre Khabib se faisait même pas chier à faire du ring cutting, il n'en faisait pas. Il Courir rentrait après, ouais. droit, il rentrait droit. Ouais, il y a même des moments où Courir, il fait du Ouais. jogging parce qu'il a absolument pas peur en fait d'Edson Barboza. Tu vois, c'est un truc de dingue. Et Edson Barboza, effectivement, soit il est en, tu sais, il est en courant alternatif, soit en fait quand on avance sur lui, bah, il fait 3 fois le tour de l'octogone avant de revenir dans la même position. Ouais. Soit en fait il frappe et il envoie un kick alors qu'il devrait pas envoyer un kick et il est sur place en fait. Et alors qu'en gros, bah, tu vois par exemple un mec typiquement Eddie Alvarez par exemple qui le fait très bien ça, c'est que tu sais jamais en fait quand il est en déplacement. Quand il va revenir avec un coup ou quand il va continuer son déplacement. Le KO qu'il met à Rafael Dos Anjos, c'est impossible de le lire. Le knockdown où il Ouais. fait une espèce de pas chassé, puis il revient et en fait il envoie le crochet. Tu as vraiment l'impression, jusqu'au dernier moment où il envoie le coup, qu'en fait il va repartir dans une autre direction en fait. Et Ouais. c'est ça en fait la force d'un mec, des gars on va dire des généraux de l'octogone, quoi, des mecs qui savent très bien À la comment, limite, comment- c'est aussi ce qu'a fait, si je ne m'abuse, Corey Sandhagen contre Frankie Edgar avec beaucoup, beaucoup de mouvements. Et à un Mhm. moment donné, pareil. enfin, il part sur C'est un des rares qui sait le faire. C'est Mais clair. même celui qui m'a surpris là-dessus, mais alors c'est plus facile de le faire contre des strikers. C'est encore plus difficile de le faire contre des lutteurs parce que tu sais, quand justement les déplacements latéraux, tout connement, quand tu es en garde, je vais parler concrètement pour que les gens comprennent ce que je dis parce que sinon c'est abstrait et ça ne va pas avoir beaucoup de sens. Mais quand tu es en garde, ton pied, par exemple, si tu es gaucher, c'est ton pied droit, si tu es droitier, c'est ton pied gauche qui est en avant par rapport à ta position. Et en fait, ça, c'est difficile de se déplacer latéralement. Donc les meilleurs, ils font ce qu'on appelle des L-steps, ce que j'expliquais dans mes vidéos analyse Holy in the d'adversaire. game. Exactement, voilà. Pour ceux qui veulent s'infliger ce malaise TV une nouvelle fois, tu vois, mais bref. Oh. Ah, bah oui. Et du coup, en fait, c'est juste que tu vas mettre tes pieds au même niveau. C'est-à-dire, tu n'auras pas un pied en avant, tu vas les Ouais. mettre au même niveau et comme ça, tu peux partir à droite, à gauche en pas chassé. C'est très difficile d'anticiper la direction où tu vas. Le problème dans cette position-là, c'est que tu te retrouves avec tes hanches disponibles face à un mec qui pourrait changer de niveau et lutter. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile de le faire contre des lutteurs. Et c'est pour ça que des mecs comme Eddie Alvarez, c'est des raretés en fait, c'est des raretés. Tu vois. Et celui qui m'a surpris, justement, je ferme cette parenthèse-là et je parle du dernier qui m'a surpris avec ce type de déplacement, c'est Sugar O'Malley contre Almeida. Mais encore une fois, c'était contre un striker, donc c'était plus facile. Mais Ouais. vraiment, tu vois, je pense que c'est ce qu'il faut mettre en place, tu vois, contre un mec comme Kamaru Usman. Parce que sinon, tu vas perdre les rounds. Tu auras peut-être des séquences où tu Ouais. domineras. Tu vois, et je pense que c'est ça qui va se produire. Hein. Masvidal, il y aura des séquences où il marquera, en fait, il frappera dur Kamaru Usman, et après, il va se retrouver dos à la cage. Et Ouais. c'est la machine Ousmane qui se met en place. Ouais. Et du coup, tu vois, moi, mon opinion là-dessus, je rejoins en fait complètement celle de Fernand Lopez, qui parlait justement de ça, qui disait que la meilleure des takedowns de défense, c'est la meilleure des stratégies à avoir contre quelqu'un qui a une stratégie lutte et pression, c'est avant tout les déplacements en fait. Et déplacements, et évidemment, justement, quand je te parle de te faire respecter,
éviter les coups, tu vois, les over right hand, parce que c'est assez facile à esquiver ça. Ouais, ça. Vaut mieux tabler sur une stratégie de coup au corps, en fait. Parce que là, le mec, il arrive frontal sur toi, coup au corps, tu es sûr d'avoir son corps, et en plus, tu as les bras qui sont directement placés en underhook, et si jamais le mec change de niveau, bah, tu as déjà le underhook, tu peux déjà sprawler, en fait. Donc c'est D'autant vraiment plus du PNF. Et en plus de ça, c'est vrai que lors du premier combat, je ne sais pas si c'est ce que tu allais dire, Guillaume, mais lors du premier combat, effectivement, c'est clair que les overhands, à chaque fois, c'était entre guillemets des opportunités gâchées. Parce que c'était pas vraiment des overhands, mais c'était un espèce de e-step, et il arrive avec un gros truc, c'est moitié en overhand, moitié un espèce de crochet traditionnel. Et à chaque fois, Ousmane passait en dessous, et ça lui permettait de réduire la distance. Donc, ouais, non, effectivement. En plus, il peut très bien. Est-ce que c'est Masvidal qui l'a mis? Je ne sais plus, mais tu sais, au lieu de mettre vraiment des overhands avec un travail où juste il avance, et s'il doit shifter, il shift, mais plus avec soit des directs, soit des trucs qui viennent beaucoup plus courts, pas avec cette espèce de temps de latence que forcément Ousmane va voir, quoi. Ouais. C'est clair. Messieurs, sommes-nous complets sur cette revanche qui risque une nouvelle fois de battre des records en pay-per-view? Ce sera intéressant, ça aussi. Je crois que c'est tout l'intérêt de ce combat, en fait. Ah oui, clairement. Oui. Objectivement. Enfin, il y a des gens. J'adore Ousmane, hein, j'adore Masvidal aussi, mais c'est pas le truc le plus pertinent, en fait, dans une question de combat pour le titre. Et c'est juste, en fait, ça va faire des rentrées, quoi. Ça, c'est certain. Ouais, moi, je n'en pas de ça, tu vois. Premier événement, en tout cas, UFC depuis la pandémie, où il y aura une salle comble, donc 15 000 personnes sont attendues à Jacksonville, Floride. Ouais. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça y est. On va voir ce que ça donne, hein, mais niveau cluster, ça risque d'être un peu, ça risque d'être tendu, quoi. Mais bon, écoute, Floride. Hein. Mais oui. Bon, bien. Je pense qu'on a fait le tour. Donc là, nous sommes le dimanche 11 avril. L'événement se déroule le 24 avril, diffusé à partir de 4h du matin dans la nuit du samedi à dimanche sur RMC Sport. Et le lundi de la semaine du combat, vous aurez droit à nos pronostics. Pronostics qui annoncent généralement, bien évidemment, puisque là, notre taux de bon prono est remonté. Messieurs, nous sommes passés à 74%. Donc, bon. Wow. Attends, mais c'est toi qui tiens les comptes? Évidemment, c'est moi qui tiens les comptes. Du coup, ça donne long sur la crédibilité des pourcentages. Il est à la fois juge et juré sur... D'après mes estimations. Ouais, non, juge des parties. Mais non, après, de toute façon, je pense qu'on est les pronostics, que ce soit les Fernand Lopez, Dan Hardy, ils ont tous grosso modo un ratio qui est de l'ordre de 50-60%. Donc, je pense que c'est littéralement impossible de toute façon. Ouais. Donc, voilà. Mais bon, de toute façon, voilà. On espère que les gens retiendront aussi nos pronos lorsqu'ils sont bons. Exactement. Tout à fait, mon cher Ross. Bien, à t'entendre pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 43% sur tout My Protein avec le code la sueur. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Voilà, formidable. Voilà. Venom, sponsor de l'UFC. Notre cher Polydomso va beaucoup mieux. Il n'avait pas pu récupérer ses tenues UFC la dernière fois, qui arrive très très bien. Il manquait quelque chose dans sa vie. Exactement. un grand vide. Non, mais c'est surtout aux tenues Venom qu'il manquait un Polydomso. Et là, ça y est, elles vont pouvoir l'avoir. Allez, à très vite. Come and